Bonjour, bonsoir et aussi bienvenue dans la Poiesis. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, ce premier épisode finalement, j'ai reçu Quentin. Donc Quentin, il est psychologue de formation et il s'intéresse aussi au bouddhisme. On n'en a pas parlé, mais il est aussi pusatier. Donc c'est quelqu'un que je connais depuis la fac, que j'ai rencontré en fait sur les bancs de la fac, et c'est vraiment une personne qui a énormément de maladresse dans sa vie, mais qui tente toujours de comprendre les choses et qui sait se remettre en question. Donc bonjour Quentin. Bonjour. Donc est-ce que vous pouvez vous décrire, c'est-à-dire donner votre prénom, votre âge et aussi votre parcours scolaire? Alors moi c'est Quentin, j'ai 25 ans et j'ai tendance à vous voyer les personnes que je connais depuis quelques années. Ouais. Avec mon parcours scolaire, bah écoute, classique, hein, école, collège, lycée, et après lycée, 5 ans de fac de psycho, puis après formation en complément, pas mal de temps passé dans les centres bouddhistes. Je considère que ça rajoute quelque chose pour moi pour ma formation de psy, et voilà. Justement, vous parliez de centre bouddhiste. Comment est-ce que vous pourriez décrire votre activité? Mais de quoi? De psy ou de bouddhiste? Les deux? Vous voulez. De ce que vous voulez. Comment est-ce que j'ai créé mon activité? Bah, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis pas encore psy. D'accord. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas encore psy? Parce que après les cours, après la fac, donc c'est sûr il y a le diplôme, il y a toute une masse de théories, de connaissances intellectuelles qui sont apprises, mais qui pour moi à mon goût sont pas du tout suffisantes pour être psy. J'ai plus l'impression d'avoir acquis un savoir au niveau de la connaissance intellectuelle. Et chez les bouddhistes, ce que j'apprends, c'est plus une sorte de savoir-être qui m'amène, j'ai l'impression, à une sorte de savoir-faire pour être psy, être thérapeute. Enfin, en fait, pour moi, ça veut juste dire, en gros, être un bon humain, quoi. Sage, bienveillant, un cœur ouvert, disponible et altruiste. Et du coup, pour ça que je suis pas encore psy, mais que j'aspire à l'être et c'est en cours, quoi. Donc c'est un peu, vous êtes encore en train de vous rechercher, on pourrait appeler ça une personnalité de professionnel psychologue. Non, je dirais plutôt je dirais plutôt éplucher, tu sais, vous savez, Vous pouvez me tutoyer. Ah, super. Ça me met beaucoup plus à l'aise. Non, je dirais plutôt enlever toutes les couches de l'oignon pour un peu rentrer en contact avec le cœur de l'oignon. Et pour moi, c'est ça, être psy. C'est ce cheminement qu'on fait soi-même, puis après, on aide d'autres personnes à le faire. Donc c'est pas pour moi découvrir ou construire une personnalité ou construire un côté professionnel. Pour moi, même d'ailleurs en tant que psy, c'est vraiment un métier où qui implique, à mon goût, une parfaite cohérence entre ce qu'on est dans notre boulot et ce qu'on est dans la vie de tous les jours. Pour moi, en tant que psy, en fait, il devrait y avoir aucune différence. Parce que, en fait, un psy, au-delà des connaissances, etc., pour moi, c'est quelqu'un qui incarne des qualités et qui après aide d'autres personnes à les révéler et les cultiver. Donc vous estimez que plutôt que construire, vous seriez plutôt dans une recherche, une découverte de ce qui existe déjà? Ouais, une découverte, un développement, une rencontre avec soi. Ouais, complètement. Et le parcours universitaire, il y a plein de choses qui sont très intéressantes, hein, qui sont aidantes, etc., bien sûr. Mais pour moi, ça, c'est pas proposé. Il y a rien, en tout cas, à mon goût, qui suggère cela ou qui nous invite à cela. Il y a pas ça. Et pour moi, c'est quelque chose d'indispensable pour pouvoir être psy. Du coup, pour le moment, je peux pas encore parler d'activité, vu que j'y suis pas encore, mais en tout cas, je marche, je m'oriente vers ça, quoi.
Après, ce qui est intéressant justement avec, parce que plus tard on va parler de travail, aujourd'hui, là tout de suite on parle d'activité. Ce qui est intéressant, c'est comment ces mots résonnent pour vous aujourd'hui. Un travail, c'est pas forcément une situation actuelle. Là, pour le coup, votre activité principale, j'ai l'impression, c'est vraiment cette recherche d'être en parfait accord avec vous-même pour pouvoir être en parfait accord dans votre rôle de psychologue. Mhm. Du coup, en soi, on peut aussi appeler ça un travail, parce que pour moi, ça fait... si on parle du taf, du travail de psy en tant que tel, enfin, un travail, ça, je crois pas que ça commence à partir du moment où on a signé le papier, et voilà. C'est pour en arriver là, ça implique tout un background, tout un processus qui fait partie de ce travail en tant que tel, donc en soi, on peut dire que c'est aussi un travail, quoi, un parcours. Et justement, la prochaine question, elle va un peu dans ce sens-là. C'est au-delà du scolaire, donc finalement de ce parcours, on va dire universitaire, etc. Qu'est-ce qui, dans votre vie personnelle, vous a amené à vouloir travailler dans ce milieu? Qu'est-ce qui fait qu'en gros j'ai choisi cette orientation, c'est ça la question? Exactement, ouais. Bah ça c'est juste très perso, c'est quand j'étais enfant, très tôt, je voulais à tout prix être médecin. Je sais pas, j'aspirais à vouloir aider. Je voulais prendre soin, je voulais aider. Trop de gens qui étaient malheureux, qui étaient pas bien, et je voulais pouvoir faire quelque chose pour ça. Donc pour moi c'était l'idée de la médecine. Puis après en grandissant, adolescence, j'ai moi-même rencontré un psy qui m'a beaucoup aidé. Et je sais pas, je me suis dit, c'est trop intéressant, c'est trop fascinant comment je vois comment moi ça peut m'aider. Je veux pouvoir faire ça aussi avec d'autres gamins, quoi. Si j'avais pas rencontré de psy, ça aurait été vraiment la merde, je crois, psychologiquement parlant pour moi pour la suite. Et du coup, sur tous les plans, parce que si on n'est pas bien dans l'esprit, bah ça a une implication sur nos relations, sur nos actions, sur nos comportements, sur tout, quoi. Donc ça aurait été vraiment pas terrible. Je me disais, putain, si moi-même je pouvais aider d'autres gamins plus tard, ce serait vraiment chouette. Et après, en arrivant au lycée, j'entendais davantage parler aussi de tout ce qui était somatisation. Et j'avais l'impression qu'en fait, il y avait des maladies, j'en sais rien, peut-être. Moi aussi, en fait, je vais parler de ça aussi, des maladies. Si je sais pas, des maladies auto-immunes, maladies somatiques, bref. Plein de désordres, en tout cas, au niveau du corps, au niveau médical, où j'avais l'impression que les médecins, ils pouvaient rien faire pour ça. Ok, prescrire des médicaments, tout un tas de choses qui pourraient être aidants pour soulager, nanana, mais la cause, la racine de la difficulté, moi, j'avais l'impression que genre, elle était pas elle était pas dans le corps. Pour moi, c'était dans l'esprit. Et je me disais, mais en fait, je pourrais peut-être être plus aidant en étant psy et en aidant les personnes à travailler sur eux dans leur esprit que si justement j'étais médecin. Donc du coup je me suis dit ben hop go psycho. C'est intéressant parce que quand on compare le médecin au psychologue, on peut se dire le médecin est vraiment à ce côté problème-solution, là où le psychologue sera dans l'imaginaire un peu plus dans le dialogue, dans la compréhension, dans l'accompagnement. Et ça, j'ai l'impression que c'est un peu quelque chose qui vous anime, d'être dans ce dialogue, dans cette recherche, un peu venir creuser. Déraciner les mauvaises herbes là où elles sont. Pour moi, les mauvaises herbes, elles sont pas, pour moi, elles sont pas dans le corps. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le corps, c'est plus un témoin, une expression des difficultés qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous, dans notre esprit, je sais pas comment on peut l'appeler. Et pour moi, si on veut aider, la racine de la difficulté, il faut du coup aller à la racine, et la racine, on la trouvera pas dans le corps. Quand bien même qu'on peut guérir des maladies par la médecine moderne telle qu'on la connaît, complètement, grave. Mais même ils m'ont grave aidé les médecins. Mais c'est pas parce qu'on va mieux dans le corps qu'on va mieux dans notre esprit. La difficulté, notre souffrance, ce qui fait que on est insatisfait, qu'on est frustré, qu'on n'est pas bien, qu'on est à la recherche de ceci, de cela, et nanani, nanana, qu'on se complique la vie. C'est pas dans les os, c'est pas dans la chair, quoi.
Donc si mon souhait c'était de pouvoir aider des gens à être heureux, ben médecine ça me parlait plus quoi. Est-ce que justement par rapport à ça, vous avez finalement votre corps de métier qui va être plutôt la psyché, plutôt l'esprit. Est-ce que vous considérez que c'est uniquement la psyché, uniquement l'esprit qui doit être travaillé et pas autre chose? Si le corps, bah bien sûr le corps, il y a besoin de travailler dessus parce que quand on le voit, hein, on peut l'expérimenter tous dans notre quotidien. On se lève le matin, admettons, je sais pas, on a le cafard, ça va pas forcément. On aura beau se poser, méditer, faire les exercices de respiration, aller sur Petit Bambou, l'application, je sais pas quoi, c'est pas pour autant que forcément ça va aller mieux. On va courir, on court 20 minutes, on se sent beaucoup mieux, on se sent plus détendu. Et après on se pose, et là on voit que justement dans l'esprit ça se pose aussi. Les deux ils sont interdépendants. Je pense qu'il y a besoin de travailler effectivement sur les deux. C'est un regard un peu holistique, un peu pluridisciplinaire, pluriel quoi, sur l'humain que vous avez. Peut-être qu'on peut utiliser ces mots-là, j'en sais rien. Pour moi, c'est juste que l'un ne va pas sans l'autre, quoi. L'esprit abrite le corps. S'il y a pas de corps, il y a pas d'esprit. Les deux font qu'un pour moi. Enfin, ils font qu'un. C'est pour moi le corps, on pourrait dire, c'est le véhicule de l'âme, quoi. L'âme, c'est quelque chose d'immatériel. Tout ça a pas de matière, ça a pas de substance. Si ça veut se déplacer quelque part, ça a besoin d'un véhicule, et c'est le corps. Du coup, il y a besoin d'en prendre soin. D'où le fait que la médecine, je pense que c'est utile. Mais là où moi je voulais en venir, c'était pouvoir aider des personnes juste à moins souffrir. Et pour moi, la cause de la souffrance, elle est pas dans le corps, elle est dans l'esprit. Elle est dans celui qui conduit la bagnole. Et aider justement des personnes à avoir une conduite plus éthique, plus juste vis-à-vis du véhicule qu'ils ont, à apprendre à l'entretenir, et puis aussi plus juste vis-à-vis de tous les véhicules avec qui on partage en fait la vie, c'est-à-dire la circulation, quoi. Ce qui fait fonctionner autant bien le conducteur que que la bagnole, pour moi c'est certaines qualités dont on a besoin et qui sont pour moi le fondement du bonheur qu'on recherche tous. Et c'est des choses simples. C'est l'amour c'est quoi? C'est vouloir prendre soin, souhaiter juste que soi-même et que les autres aillent bien. C'est la compassion, c'est vouloir que les autres soient moins malheureux, qu'ils soient bien, et également pour soi-même. Chez les bouddhistes on appelle ça l'équanimité. C'est le souhait que cela soit, mais pas que pour soi ni pour ses proches, mais pour tout le monde. Pas de différence entre un tel et un tel et un tel. Un noir, un blanc, un grand, un petit, un handicapé, quelqu'un qui fonctionne bien, s'en fout. C'est toujours des personnes qui ont un cœur et qui tous veulent le bonheur et ne veulent pas souffrir. Et pour moi, le carburant, serait cette profonde compréhension qui nous amènerait du coup à, aussi bien envers soi-même que vers les autres, à être plus juste. C'est intéressant parce que ça me fait penser un peu à la différence qu'on pourrait avoir entre le désir de paix et le désir de conquête. Le désir de conquérir serait plutôt l'idée justement d'aller prendre. Donc finalement, on est à l'inverse même de prendre soin, tandis que le souhait de paix, c'est un souhait qui est là pour le monde entier, pour aussi bien pour soi que pour ses proches, que pour la conquête. C'est un peu vouloir la paix, mais en retirant quelque chose à quelqu'un d'autre. C'est vouloir, comme je le comprends, pour moi c'est vouloir une paix, mais c'est une sorte de paix égocentrique, c'est-à-dire qu'en gros, dans mes représentations, je considère que j'ai besoin de ceci, de cela pour être bien, et donc du coup je vais tout faire pour pouvoir m'accaparer ces choses-là, quand bien même que ça va être au détriment de certaines personnes, parce qu'en fait la paix que je convoite est plus importante que les autres. Sauf que à ce moment-là, on oublie que les autres aussi recherchent cette même paix, et donc en fait, en agissant ainsi, on fait souffrir d'autres personnes, et d'une manière ou d'une autre, c'est vrai que c'est un petit peu peut-être un peu perché spirituel, mais en faisant souffrir d'autres personnes, on se fait souffrir soi-même. C'est indéniable. Moi, intellectuellement, j'arrive pas forcément à le comprendre, mais juste je le ressens, je le vois et j'ai pu l'expérimenter. À chaque moment où on va être nuisible envers quelqu'un, nécessairement, ça va, il y aura des répercussions sur nous, et même, je dirais même qu'il y en a même, en fait, sur le moment même, parce que à chaque fois qu'on est nuisible envers quelqu'un, ce qui nous amène à adopter ce genre d'attitude et de comportement, l'impulsion de l'intérieur, c'est quelque chose qui est
comment dire, c'est le mal-être qui nous amène dans cette direction-là. C'est le stress, c'est l'insatisfaction, c'est la frustration. Quelqu'un qui est aimant, juste quelqu'un qui est très aimant et qui est très simple, il aura pas ce genre d'attitude-là. La paix, y a pas de convoitise de paix. La seule paix, c'est-à-dire que lui, il la ressent, et il souhaite juste que les autres puissent la ressentir également. Et il va pas chercher à avoir quelque chose pour lui au détriment des autres. J'ai l'impression que c'est deux façons de fonctionner qui sont complètement différentes. J'ai l'impression qu'à partir du moment qu'on est dans le vouloir pour soi, nécessairement on crée déjà, rien qu'à ce moment-là, dans cet état d'esprit-là, avant même d'agir, les conditions pour que on souffre et qu'on amène d'autres personnes aussi à souffrir. C'est un peu l'idée d'empathie, de ressentir, d'avoir de la compassion pour quelqu'un quand on fait mal à quelqu'un, il y a quelque chose, tout de suite on se le prend un peu en pleine face aussi. Bah ouais, parce que quand on fait du mal à quelqu'un et on se blesse aussi soi-même. On perd quelque chose là-dedans, quoi. On se perd même déjà soi, parce que même je dirais même que avant même d'avoir blessé la personne, on s'est pour, comment dire, en être arrivé là, c'est qu'on s'est déjà perdu un petit peu quelque part. Juste, mais c'est ce qu'on fait tous, hein. Il y a pas de jugement là-dedans, hein. Moi, je le fais, il y a plein de personnes qui le font tout le temps, hein. C'est juste parce qu'on est ignorant, quoi. On est ignorant, on est inconscient, pas forcément de mauvaises intentions, hein, juste pas forcément lucide par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce qui nous anime à l'intérieur. On veut tous tellement être bien que on en est égocentrique en fait. Parce que notre bonheur, il nous paraît tellement important que on en oublie notre éthique. On en oublie plein de choses, quoi. Mais comment réfléchir aux répercussions si on n'a pas fait justement l'expérience des répercussions? Vous savez, c'est comme les personnes par exemple qui fument du tabac ou n'importe. On va leur dire non, ne fumez pas, vous risquez d'avoir des maladies, vous risquez d'avoir un souffle au cœur, vous risquez le cancer, etc. Ça c'est fumer tu. On le sait, ce sont les répercussions. Mais tant qu'on n'a pas fait l'expérience d'être devant le médecin qui nous dit ah bah alors là par contre c'est la ligne rouge, tant qu'ils n'ont pas eu l'expérience de quelque chose de grave qui peut arriver, comment on fait pour réfléchir aux répercussions si on n'en a pas fait l'expérience? Ben on n'y réfléchit pas parce que tant qu'on n'a pas, je crois, vécu certaines expériences, on demeure dans cette ignorance et c'est justement ces expériences qui nous arrivent, ces répercussions, ces conséquences qui lorsqu'elles nous arrivent, j'ai l'impression nous offrent en même temps la possibilité de gagner en clarté, en connaissance, en compréhension de ce qui est juste et ce qui est à adopter, à cultiver et ce qui ne l'est pas et ce qui est du coup à complètement abandonner et à cesser de faire. Je pense que dans tout ça, dans tout ce cheminement, il y a un facteur qu'on peut pas mettre de côté, c'est le temps et l'expérience. On a besoin d'expérimenter et de se confronter à ces situations qui nous apprennent. Après là-dedans, il y a aussi un autre facteur, hein. Il y a aussi le vouloir comment dire, bien vouloir regarder ça, parce que je pense qu'on a tous déjà vécu plein d'expériences qui auraient pu nous apprendre des tas de choses, mais on est passé à côté. Bien parce qu'on voulait pas, parce que c'est trop confrontant, parce que sinon ça nous renvoie à des choses de nous-mêmes qu'on n'a pas envie de voir, ou sinon aussi parce qu'on est très orgueilleux. On a tous des intensités diverses, mais tous notre moi-je, on le choisit tous, hein. On est tous en train de toujours choyer notre moi. Donc ce qui vient appuyer dessus, on n'a pas envie de le voir. On va passer à une petite pause poétique. Le premier truc moi qui m'est venu, c'était quand j'étais gamin, c'était Sangoku, je crois, dans Dragon Ball. Enfin souvent tu vois les héros de manga ou de dessins animés, parce que ce que je voyais c'était quelqu'un qui
en vrai, se battait pour pouvoir aider d'autres personnes et il prenait cher. Mais ce qui lui donnait autant d'énergie, c'était justement cette bienveillance et ce souhait vraiment de pouvoir venir en aide. Et ça ça m'avait beaucoup inspiré quand j'étais petit, je pense. Cette sorte de bonté, tu vois. Son Goku, c'est un personnage qui est énormément dans l'abnégation, dans le don de soi, dans le sacrifice même de soi. Il va jusqu'à mourir pour sauver, par exemple, d'un peuple qu'il connaît pas. Grave. Et en plus de ça, on le voit, mais genre c'est en mode sans souffrance. C'est-à-dire que là, tu parles de sacrifice, mais enfin comme je l'emploie, comme on l'emploie généralement, dans la notion de sacrifice, il y a l'idée de j'abandonne quelque chose, ou alors je fais quelque chose, mais pour être aidant, utile pour les autres, mais au détriment de moi-même. Il y a l'idée que je vais perdre quelque chose. Lui, on dirait qu'il perd rien du tout, quoi. Et j'ai l'impression que c'est ça d'ailleurs la définition de l'amour et de la compassion, quoi. J'ai beau réfléchir depuis tout à l'heure, je crois qu'il nous reste qu'une seule façon d'éviter le pire et de sauver la Terre. Oh, qu'est-ce que tu veux dire, Goku? Qu'est-ce que tu vas faire? Adieu, les amis. Goku, non, tu ne vas quand même pas... Goku! Tu t'es bien battu, Gohan. Oh, papa. Dis à ta mère que je suis désolé de la laisser toute seule et de n'en avoir fait qu'à ma tête pendant toutes ces années. Au revoir, Gohan. Et c'est hyper inspirant pour moi parce que si on peut être vraiment dans cet état d'esprit où genre on veut plus rien pour soi, et c'est une liberté de ouf. C'est une complète liberté de ouf. Si là tout de suite maintenant je n'avais absolument plus aucun désir, plus aucun souhait, donc du coup évidemment plus aucune peur. Mais c'est une liberté incroyable, quoi. En gros, ce qui reste, c'est juste un cœur qui est ouvert, qui est aimant et qui veut que les autres aillent bien. Ça donne de l'énergie, de la motivation pour entreprendre des actions qui vont être aidantes pour tout le monde. Ouais, pour moi, c'est inspirant, quoi. Quelles sont les valeurs qui s'appliquent à votre travail? Du coup, en tant que futur psy. C'est assez intéressant aussi ce que vous dites en tant que futur psy. Vous avez le titre de psychologue. Mais vous ne vous considérez pas encore comme psychologue. Ouais, c'est drôle. Ouais. Qu'est-ce qui fait que vous vous considérez pas encore? C'est parce que vous avez finalement pas de contrat? Ou c'est plutôt, encore une fois, vous êtes dans cette recherche toujours, vous n'êtes pas arrivé au cœur de l'oignon? Alors déjà, il y a de ça, mais... À ce moment, face à cette question qui semblait anodine, Quentin laissa un grand silence. Il semblait avoir le regard ailleurs. Comme s'il était en train de redéfinir aussi bien son avenir de psychologue que la définition qu'il souhaite en donner. Comme si ce silence laissait entrevoir quelques doutes. C'est une bonne question. J'imagine il y a un aspect, genre une sorte de validation par l'extérieur, une sorte de confirmation, tu sais, par l'extérieur que ce que je fais c'est bien, c'est juste, nanani nanana. Mais quand bien même que je l'ai déjà eu, c'est pas forcément... Je me revendique pas psy. Ça, je sais pas, parce que du coup ça questionne aussi ma représentation de c'est quoi un psy, tu vois, évidemment. Ouais, c'est bon, je vois. C'est un truc à travailler, mais ça m'ennuie vraiment de voir quand quelqu'un va pas bien, ça m'ennuie vraiment. J'aimerais vraiment que la personne elle soit bien, que genre elle souffre vraiment plus, et de pouvoir juste le faire comme ça. J'aimerais pouvoir lui apporter tout sur un plateau d'argent, et tu sais, bah comme quand on va chez le médecin, voilà, je te fais telle ordonnance, telle pilule, telle heure, machin, ceci, cela, tu marches sur les mains et hop, c'est bon, ça va aller, quoi. J'aimerais vraiment pouvoir faire ça, mais je peux pas, je suis impuissant par rapport aux difficultés des autres.
je peux que les aider à s'en rendre compte par eux-mêmes de là où ils en sont et les aider par eux-mêmes à retrouver une autre posture à l'intérieur qui serait plus juste, plus équilibrée. Je peux pas faire le taf pour eux et j'ai crois aussi peur de pas réussir à aider en fait et d'échouer entre guillemets. Et du coup me dire psy, ouais, c'est ça implique d'accepter cette impuissance et que je peux pas venir en aide à tout le monde et ça implique tout ça et j'ai encore un peu de mal, je crois, avec ça. C'est marrant parce qu'on revient un peu à cette question qu'il y avait eu plus précédemment des répercussions et de l'expérience. Quelles seraient les répercussions d'un potentiel échec si vous n'en faites pas l'expérience? Tu veux dire qu'il y a besoin de faire l'expérience de ça pour voir, c'est ça que tu veux dire? Ben complètement. Pour combattre cette impuissance dont vous parlez. Ben il faut vous confronter à... Complètement. C'est la suite du programme très prochainement, là bientôt, ouais, à partir du mois de septembre. Du coup, les valeurs. Les valeurs en tant que psy. Quelles sont les valeurs qui s'appliquent à votre travail? Il y a un truc qui est essentiel pour moi, c'est le non-jugement. On peut aussi l'appeler la bienveillance ou une sorte d'accueil empathique de tout ce qui est, plein d'expressions pour dire la même chose, mais ouais, que l'autre puisse être vraiment là en face et une pleine acceptation de comment il est sans vouloir le changer, sans vouloir le transformer, genre vraiment en mode qui tu es maintenant, c'est ok quoi. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est primordial, mais et qui est pas non plus si évident que ça, hein, parce que on fonctionne tous par le biais de nos projections. Chaque personne nous renvoie à quelque chose de nous-mêmes. Tant qu'on n'est pas complètement clair, il y a des parties de nous-mêmes qui nous dérangent. Donc ça implique forcément, quand on est psy, qu'on est face à des personnes qui viennent nous déranger. Et donc accepter quelqu'un qui vient nous chatouiller, généralement on l'accepte pas. Le mécanisme de base, c'est le rejet. Donc c'est pas quelque chose d'évident, mais c'est hyper important à le cultiver, à l'entraîner, et il y a besoin du coup de passer par l'expérience, parce qu'en tant que psy, en fait, les autres nous impliquent que ça nous fait bosser sur nous-mêmes obligatoirement, quoi. Mais trop important de pouvoir être dans ce non-jugement, c'est, je crois, la base du taf, quoi. Je comprends un peu mieux votre façon de voir les choses, mais j'ai aussi l'impression qu'il y a un paradoxe entre votre côté bouddhiste, où vous pouvez parler d'aller faire des retraites, d'aller un peu vous isoler finalement pour mieux vous retrouver personnellement, et d'un autre côté le psychologue qui est cette rencontre avec l'autre. Donc d'un côté vous êtes beaucoup dans cette recherche personnelle et interne, et de l'autre vous allez quand même en rencontre. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire, mais pour moi en fait c'est pas du tout une dichotomie, au contraire l'un nourrit l'autre. C'est-à-dire que en méditant, on est de plus en plus clair, on voit plus clairement nos mouvements internes. Et on apprend à moins faire la bagarre avec tous nos mouvements, tout ce qui nous traverse, donc, et qu'on n'aime pas évidemment, toutes ces parties-là de nous-mêmes qu'on n'aime pas, on les voit s'élever, on les voit de plus en plus, et on apprend simplement à être en paix avec elles. Et également aussi tous les trucs, tu vois, qui vont un petit peu alimenter notre orgueil, notre moi-je, machin, on les voit de plus en plus, tous ces comportements un peu égocentriques, et on apprend peu à peu à les abandonner parce qu'on voit que à terme c'est nuisible pour soi et pour les autres. Donc ça amène finalement plus de lucidité, de clarté sur notre fonctionnement, et plus d'acceptation vis-à-vis de soi-même et moins de jugement, plus de bienveillance envers soi. Et donc ça revient à ce que je disais avant, évidemment plus de bienveillance avec les autres, parce que tous les endroits, tu vois, où par exemple à l'intérieur de moi je suis de plus en plus ok, mais ça devient de plus en plus facile pour moi d'être avec des personnes qui ont ce même mode de fonctionnement. Si je suis ok moi avec ça, je serai plus facilement ok avec les autres. Si moi je me fais la guerre sur tel aspect, mais une personne qui a le même aspect, ou plutôt qui me le renvoie, mais je vais la détester. Parce qu'en fait, elle me renvoie à quelque chose qui est insupportable. Et
Et là, donc, on rentre dans le jugement, et on n'est pas dans la bienveillance, etc. Et on n'est pas dans les qualités, justement, qui sont nécessaires pour moi pour être psy. Donc, les deux, au contraire, pour moi, vont de pair. Ça me paraîtrait même, en fait, pas possible de faire ce boulot, ce taf, sans méditer, sans introspection. Je pense que vous avez en partie répondu à la prochaine question, mais si vous pouvez quand même y ajouter quelques mots, ce serait intéressant. Donc la question c'est, ces valeurs sont-elles différentes de celles que vous partagez dans votre vie privée? Non, c'est quelque chose qui est à cultiver à chaque instant. La conscience de soi, de ce qu'on ressent, ce qu'on éprouve, et pouvoir justement être plus bienveillant avec les autres. Parce que c'est ça aussi qui est assez intéressant, c'est qu'il y aurait des personnes qui par exemple auraient plutôt envie de cloisonner les choses. C'est-à-dire de dire bah ça c'est mon métier, ça c'est moi, c'est ma vie privée, la vie professionnelle, la vie privée sont deux choses différentes. Alors que vous, j'ai l'impression que vie professionnelle, vie privée, C'est une continuité. vous les balayez et c'est vraiment moi en tant que personne, Ouais. je m'aide en premier lieu pour être plus apte Bah oui. à aider quelqu'un d'autre. Bien sûr, parce que tout ça, vie professionnelle, vie privée, c'est que des étiquettes, c'est que des cas, c'est que des rôles auxquels on s'identifie, mais c'est toujours pas nous. Et puis tous ces rôles-là impliquent évidemment aussi tout un tas de représentations, de normes auxquelles on s'identifie, parce que c'est comme ceci, parce que machin, parce qu'il y a tel enjeu derrière, ou parce que ça nous renvoie aussi à tel conditionnement par rapport à nos vies, nanana. Le travail de psy, c'est de se désidentifier de tout ça pour justement découvrir en fait c'est quoi vraiment être moi, être vraiment naturel, ce qui implique évidemment d'être simple et aimant, mais ça encore c'est que des mots, c'est des étiquettes. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire quoi? Il s'agit pour moi du coup de l'éprouver, et c'est ça le taf de psy. Et ça induit évidemment que en tant que psy, en tant que thérapeute, de le faire soi-même. Et donc non, pas de différence entre vie professionnelle et vie privée, c'est l'un et la continuité de l'autre pour moi dans ce cadre-là. Et finalement, pour un peu continuer dans votre cheminement, cette idée que en tant que psychologue, on a fait un chemin, et de vouloir accompagner les personnes à eux aussi faire ce chemin de mieux-être, de mieux-être, et en utilisant ces outils-là, ces valeurs-là, que sont le non-jugement, l'empathie, l'écoute, pour que la personne puisse venir dans son entièreté, comme elle est. Complètement. Tu sais, quand je vois vie professionnelle, vie intime, vie ceci, vie cela, tous ces différents rôles, en fait, j'ai l'impression qu'il s'agit de les voir comme des vêtements. Tous les jours, on change tout le temps de vêtements. Mais on change pas notre peau. Et j'ai l'impression que le travail de psy, c'est apprendre à se désidentifier de toutes ces fringues, de toutes ces apparences, pour découvrir c'est quoi qu'on est justement derrière notre peau, quoi. Ça veut pas dire qu'après on arrête, genre, y a plus de cloison. Il y a toujours, à un moment donné, je suis au boulot, à un moment donné, je suis avec la famille, avec les amis, etc., machin. Évidemment, je me comporte d'une façon différente avec un ami et avec un patient. Ça va de soi. Il y a... Ouais, voilà, ça va de soi, il n'y a pas besoin de l'expliquer. Mais on dépend plus justement de ce rôle. On n'est pas identifié à ça. Je suis pas l'un, puis l'autre, et machin. Je suis quelqu'un qui utilise tel vêtement, et voilà. Mais dans le fond, c'est toujours la même personne, c'est toujours les mêmes qualités, c'est toujours le même cœur qui parle. C'est la question du masque, aussi. On pourrait le voir comme ça. Une nouvelle pause poétique. Une poésie qui retranscrit vos valeurs. Plein de maîtres bouddhistes. Genre Gendun Rinpoche, ça c'est un Tibétain qui est venu en France dans les années 70-80. C'est lui qui a du coup établi tous les centres du bouddhisme tibétain, enfin de l'école Kagyupa en France. Les autres écoles c'est d'autres. Et pour moi genre il retranscrit complètement ça quoi. Genre je l'ai pas rencontré moi en chair et en os, mais quand je l'avais vu sur une photo, je l'ai trouvé
tellement beau. Genre, juste ses yeux, ça me donnait envie de pleurer tellement je le trouvais juste beau, quoi. Mais pas, je parle pas de physique, genre des étoiles, justement, qu'il y avait dans ses yeux, quoi. Mais il y a énormément de personnes qui l'ont rencontré, et donc je m'étais amusé à questionner toutes les personnes qui l'avaient rencontré. Et c'était trop drôle. Parce que je pouvais poser ces questions, c'est à quelqu'un qui est en colère, qui est triste, qui est joyeux, peu importe l'état émotionnel. À partir du moment que je parlais justement de Genro Rinpoche, je demandais comment c'était que de l'avoir rencontré. À ce moment-là, directement, tu vois 2 soleils qui s'éclairent dans chaque œil, quoi. Et voilà, c'est juste de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai lu de lui, ses poèmes. Pour moi, c'est quelqu'un d'hyper inspirant. Et justement, en parlant de poèmes, j'ai pu demander à Quentin de nous lire un poème qu'il m'a délivré en envoyant une petite note vocale. Le bonheur ne se trouve pas avec beaucoup d'efforts et de volonté, mais réside là, tout près, dans la détente et l'abandon. Ne t'inquiète pas, il n'y a rien à faire. Tout ce qui s'élève dans l'esprit n'a aucune importance, parce que n'a aucune réalité. Ne t'y attache pas, ne te juge pas. Laisse le jeu se faire tout seul, s'élever et retomber, sans rien changer, et tout s'évanouit et recommence à nouveau, sans cesse. Seule cette recherche du bonheur nous empêche de le voir. C'est comme un arc-en-ciel qu'on poursuit sans jamais le rattraper, parce qu'il n'existe pas, qu'il a toujours été là et t'accompagne à chaque instant. Ne crois pas à la réalité des expériences bonnes ou mauvaises, elles sont comme des arcs-en-ciel. À vouloir l'insaisissable, on s'épuise en vain. Dès lors qu'on relâche cette saisie, l'espace est là, ouvert, hospitalier et confortable. Alors profites-en, tout est à toi, déjà. Ne cherche plus. Ne va pas chercher dans la jungle inextricable l'éléphant qui est tranquillement à la maison. Rien à faire, rien à forcer, rien à vouloir, et tout s'accomplit spontanément. Est-ce que vous pouvez juste bien dire son nom pour que les personnes puissent... Gendun, ça s'écrit G-U-E-N-D-U-N-E, et plus loin Rinpoche, R-I-N-P-O-C-H-E. Et Gendun en tibétain, si je dis pas de bêtises, il me semble que ça veut dire genre rassemblement, tu sais, l'idée c'est genre d'unir justement tout le monde. Et Rinpoche, c'est un titre qu'on donne qui veut dire précieux. Ok. Et donc il a construit des centres bouddhistes qui s'appellent comment déjà? Centre bouddhiste tibétain de la lignée Kagyupa. Kagyupa, d'accord. Ok. Là on arrive au chapitre 3, les clichés. Quelle définition donneriez-vous au métier passion? Vous savez, ce concept de métier passion, quelle définition vous en donnez-vous? Métier passion? Bah, comme je le comprends, c'est du coup quelque chose, une activité où on fait plus de différence entre vie professionnelle, qui est souvent le truc qui nous fait chier, et la vie intime, qui est souvent le truc avec les hobbies, les copains, les ceci, les cela, et ce qu'on aime, quoi. Je le vois du coup comme étant l'union des deux. Vous considérez que ce métier de psychologue est un métier passion pour vous? Grave. Est-ce que vous faites plus ce cloisonnement? Ouais. Trouvez-vous que votre travail soit une source de souffrance? Et c'est là où c'est intéressant, c'est que finalement, de quel travail on parle pour vous? Est-ce qu'on va parler du travail de psychologue, en tant que tel, avec des patients, d'être dans le soin, ou votre travail un peu de recherche de vous-même? Bah, j'ai envie de dire non, parce que dans source de souffrance, ce que j'entends, c'est quelque chose qui est générateur de souffrance. Évidemment que ça implique forcément pas mal d'insatisfaction, parce que c'est pas évident, mais j'ai l'impression que genre c'est une sorte de propulseur, de tremplin. Parce que être psy, ça implique de vouloir faire mieux pour pouvoir être plus à même de pouvoir aider d'autres personnes à elles aussi faire mieux. Donc évidemment, c'est challengeant. Donc ça fait grincer les dents, mais pour quelque chose de bénéfique. Donc du coup, non. Ok. Dans tous les cas, c'était une question assez fermée. Donc oui ou non. Quel est le plus difficile dans votre travail?
moi, le plus difficile, c'est toute la partie où un peu de ces transferts contre transferts. Hein, du coup, pour ceux qui connaissent pas, genre transfert, c'est tout ce que le patient va projeter sur le thérapeute, et c'est un mécanisme qui est inconscient. C'est un gros mot pour dire ce qu'on fait tous dans la vie quotidienne, hein. C'est pas que dans l'espace du cadre thérapeutique, hein. C'est dans la vie quotidienne tout le temps, on fait toujours ça. Mais voilà, dans la rencontre patient, on utilise ce terme-là pour parler des projections du patient vis-à-vis du thérapeute, et l'inverse, parce que le psy est aussi un humain qui a ce même mécanisme, le contre-transfert, c'est-à-dire tout ce que lui, il projette sur le patient. Et pour moi, c'est ça la partie la plus difficile, parce que c'est un énorme taf, ça implique de soi-même être conscient de nos mouvements, conscient de ce mécanisme de ce qu'on projette sur l'autre, de nos interprétations biaisées qu'on fait sur l'autre, et d'abandonner ça pour pouvoir rencontrer l'autre et voir tout ce que lui par contre il projette et tout ce que du coup ça vient dire de lui, pour pouvoir vraiment rentrer dans son monde interne et explorer justement tout ça. Donc ça c'est un challenge. Finalement, c'est ça qui vous déstabilise. Ah oui, évidemment, c'est déstabilisant, ouais, parce que là je dis ça sous le format théorique, mais dans la pratique, ça passe par des moments où on n'est pas conscient de ça. Et donc ça passe évidemment par des interventions inappropriées, par du jugement qui va s'élever à certains moments. Ce serait mentir que de dire un thérapeute qui n'a jamais jugé ses patients. Ça, je pense pas que ça existe, ça forcément, tu vois. Et de pouvoir après remanier tout ça et rentrer justement dans un espace qui est plus bienveillant, plus ouvert. Donc ça implique soi-même aussi un gros travail psychique. Pause poétique. Quelle poésie vous inspire et vous motive? Quoi? Qu'est-ce qui m'inspire et me motive? Ah, mais du coup, pas forcément quelqu'un. Poésie. Encore une fois, ça peut être un poème, ça peut être une chanson, ça peut être un artiste. Un concept? Ça peut être un concept si vous voulez. Ce qui me motive, j'ai envie de comprendre. J'ai vraiment envie de comprendre comment on fonctionne. Et ayant compris comprenant au fur et à mesure comment on fonctionne, comment on change, comment on abandonne justement tous ces mécanismes, ces rouages, et quelles pièces sont plus favorables que d'autres, et qu'est-ce qui fait d'ailleurs ça, et vraiment comprendre le vivant, comprendre c'est notre esprit, dans une idée évidemment de davantage de paix, et de pouvoir aussi partager ça avec d'autres. Ouais, c'est ça qui me motive. Je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement complexe, dans le sens où si on réfléchit à l'humain, l'être humain, c'est à la fois un animal, mais il est en même temps social, il y a différentes cultures, il y a différentes ethnies. Rien que sur ça, c'est pas possible, il y a tellement de choses. Même quand on essaye de comprendre quelque chose d'aussi petit que le cerveau finalement, qui peut tenir dans le creux de nos mains, là encore une fois, il y a l'anatomie, mais il va y avoir tout le champ de la recherche, que ce soit d'un point de vue chimique, avec les neurotransmetteurs, que ce soit avec les synapses, les neurones. Ensuite, il y a des réseaux électriques. Ensuite, on voit qu'il y a des fréquences. Enfin, vous voyez, rien que sur ça, je trouve que l'être humain est extrêmement complexe. Donc, j'ai l'impression, c'est pas pour venir critiquer ce que vous venez de dire, mais que derrière comprendre, c'est plutôt cette recherche de liberté, de pouvoir se libérer d'un poids. Vous parliez notamment des mécanismes de rejet que vous pouvez avoir, de jugement hâtif que vous pouvez avoir. J'ai l'impression que plus que comprendre, c'est comme si une fois que vous avez compris, vous êtes complètement libéré de ces poids.
Ah non, parce que tu sais, il y a la blague, un gars qui va dans un bar et qui pisse tout le temps le long du bar, et le mec il en a marre, et il lui dit vas-y va faire une psychanalyse. 3 ans après il revient et il pisse le long du bar, et le gars il lui dit mais putain tu te fous de ma gueule ou quoi, ça fait 3 ans que t'es en analyse, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, mais maintenant je sais pourquoi. Ouais. Donc non, savoir ça suffit pas. Ça implique aussi des actions, ça implique des expériences, ça implique des remises en question, ça implique tout à l'heure on parlait de l'esprit et du corps qui sont liés. Ça implique évidemment une transformation dans l'esprit, mais pour que ça comment dire, que ce soit vraiment pleinement acté, ça passe par tout un tas de remaniements dans la vie. Donc comprendre, non, ça suffit pas. Et pour revenir à ce que tu disais juste avant par rapport à la complexité du vivant, tout ça, bah, bien sûr c'est hyper complexe. Et c'est aussi tellement, c'est ça que c'est tellement merveilleux. C'est juste incroyable, et c'est pas possible, je pense, de tout connaître, j'en sais rien. La connaissance, j'imagine, est infinie. Mais c'est à la fois complexe et extrêmement simple en même temps. Ça dépend, je crois, qu'est-ce qu'on regarde. Si on regarde la diversité de la manifestation, effectivement, c'est extrêmement complexe. Maintenant, si on regarde le cœur de chaque être, c'est extrêmement simple. Parce que on peut regarder depuis la nuit des temps que l'homme il est là, les différentes ethnies, les différentes cultures, les différentes couleurs, peu importe quoi, dans le cœur, on fonctionne de la même façon. Ce qu'on veut, c'est être heureux, et on veut pas souffrir. Et pour ça, eh ben, ça passe par souvent du moi je veux ceci, et du coup je ne veux surtout pas cela, et donc machin, et voilà. Et c'est parti. C'est un bel oxymore, on veut être heureux et on veut pas souffrir. Ouais, c'est ce qu'on est. Enfin, c'est ce qu'on est. C'est notre fonctionnement ordinaire, quoi. Et est-ce que être heureux, c'est forcément ne pas souffrir? ouais, bien sûr, c'est comme c'est comme la permanence et l'impermanence. Les deux ne peuvent pas coexister en même temps. Ça se discute, je pense. Bah, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent être heureuses dans la souffrance. Ouais, mais du coup, j'appellerais pas ça du bonheur, j'appellerais ça une sorte de complaisance. Ça s'appelle la névrose. Ouais. Et c'est pour ça, justement, qu'on tourne et qu'on tourne et qu'on tourne. C'est parce qu'on croit que dans nos difficultés, il y a quelque chose à sauver. Alors qu'en fait, il y a tout qu'à abandonner. Mais sauf qu'on se leurre. Parce que derrière, il y a tellement de bénéfices. Et puis parce qu'on y croit aussi. On y croit dur comme fer que le bonheur, il est là. Ou il est en faisant ceci ou en faisant cela. Combien même que c'est dur et machin et ceci, ouais, bah oui, c'est vrai, peut-être que pour avoir ça, je suis obligé de tuer mon voisin, mais bon, ça en vaut la peine. Et c'est encore plus parlant quand on réfléchit aux addictions. Bah ouais, complètement. Et les addictions, c'est comme, comment dire, une sorte de révélateur, juste mais très grossier, de comment on fonctionne, quoi. Je veux être bien, et je suis prêt à tout. Mais dans je veux être bien, dans ce mode de fonctionnement là, comme je le ressens, c'est comment dire, ça implique de fuir quelque chose. J'ai l'impression que le bien, c'est la conséquence de je fuis, ou plutôt j'inhibe, ou je ne veux plus voir, ou j'abandonne, bref, mes difficultés. Et ironiquement, quand on est dans le soin, pas forcément dans l'addiction, mais très souvent on peut entendre le thérapeute dire « Allez, maintenant on va se mettre au travail ». Mais cette question de « on se met au travail », c'est le patient qui doit se mettre au travail. Donc on revient un peu à ce truc de bah on est acteur ou on est actrice. Et on va aller dans la souffrance et on va aller au fond du puits, j'ai envie de dire. Bah alors effectivement que oui, si on prend l'entièreté du processus, cheminer vers davantage de paix, ça implique de traverser des zones de turbulence, et effectivement ça implique la difficulté. Nécessairement ça implique de souffrir. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Eckhart Tolle qui dit la souffrance est utile jusqu'à ce que vous compreniez que vous n'en avez pas besoin. Comment vous voyez-vous dans 10 ans? En 10 ans.
Voilà. J'en sais rien du tout. Ouais. C'est le vide. Bah, c'est que, genre, je sais pas, les choses, elles changent tellement tout le temps. Le lundi, il y a telle personne que tu aimes, elle est vivante, le lendemain, tu t'y attendais pas, elle est morte, quoi. Euh, du coup, je peux pas, je sais pas, j'ai l'impression que genre les choses changent juste, enfin c'est pas j'ai l'impression, les choses changent tout le temps, et du coup je peux pas, me projeter dans quoi que ce soit. Hmm. On en revient un peu à cette question de comment réfléchir à les répercussions sans l'expérience. Et j'ai l'impression que vous êtes aussi quelqu'un qui tente en tout cas d'être énormément dans le moment présent. Ouais, Et donc cette réflexion de futur, peut-être vous passe au-dessus. J'essaie de pas trop y mettre d'importance parce que je veux pas m'accrocher à une idée et lutter pour avoir à tout prix, nanana. Mais bah ouais, enfin c'est que genre j'avais prévu moi toute cette fin d'année des projets, début d'année prochaine des projets. Finalement à partir de septembre je vais m'installer, avoir un appart, commencer à bosser en libéral et ça change absolument tout, quoi. Et ça, jamais de la vie j'aurais cru que ça arriverait. Pour moi, je me voyais psy à 40 ans. Je me voyais pas, je pensais pas que ça arriverait là si rapidement, quoi. Je pensais même pas que je dirais oui. Donc c'est pour ça que ça fait tellement tout le temps comme ça que alors là, dans 10 ans, peut-être j'aurai plein d'enfants et je ferai du cirque. Peut-être que je serai moine. Peut-être que je serai encore psy, toujours au même endroit, installé. Je sais pas. Ça dépend des rencontres aussi, peut-être. Ça dépend de tellement de choses. Bon. Pour terminer, je vais vous abandonner. Je vais vous donner le micro. Et je vais vous laisser 2-3 minutes. 100 minutes si vous voulez. Et vous allez répondre seul à cette question. Quelle poésie vous fait rêver? Qu'est-ce qui appartient au monde des rêves pour vous? Et donc là, je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce qui appartient au monde des rêves? Ouais. Qu'est-ce qui vous fait, quelle poésie vous fait rêver? Tu peux me rappeler c'est quoi poésie? Ça peut être un artiste, une poésie, ça peut être une chanson. Mais me fait rêver, mais dans quel sens? M'inspire? Ouais, Mais c'est pas encore la même question que c'est encore différent. En quoi elle est différente? Qu'est-ce qui vous fait rêver? Quelque chose qui n'existe pas encore, mais qui appartient un peu au monde des mirages, qui vous donne envie. Voilà. Qui appartient au monde des rêves, qui n'est pas encore quelque chose qui est existant. Je reviens dans 3 minutes. Du coup, pendant ce temps, je réfléchis. Bah non, vous répondez, mais sans moi. Et pourquoi? Bah je vous laisse. Et pourquoi? Parce que vous devez le faire seul. Mais pourquoi? Parce que j'ai décidé. D'accord. Donc maintenant vous êtes seul, vous avez le micro que pour vous, et vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de rien dire pendant tout ce temps, vous dites rien. Si vous avez envie de faire rêver nos auditeurs et nos auditrices, vous pouvez aussi. En tout cas, c'est un moment qui vous appartient. Ok, mais c'est drôle. Mais ok, c'est bon, j'ai la réponse. Salut. Bah, ce qui peut faire rêver... Que chacun puisse vraiment se sentir complètement libre. Aussi simple que ça. Complètement libre de tout ce qui passe par la tête, libre de nos désirs, de nos craintes, de nos espoirs, de nos souhaits, de nos pseudo-besoins où on pense que si on fait ceci, ben là ça y est, on aura cela, ou juste complètement libre. Du coup complet, je pourrais dire. Vraiment chacun peut se sentir complètement complet. Et par conséquent,
davantage disponible pour la vie et puis pour les autres. Chacun puisse vraiment ressentir dans son cœur qu'il n'y a absolument plus rien à combler, qu'il n'y a aucun manque, aucun besoin. Par conséquent, il est complètement libre de pouvoir faire ce qu'il ressent qui est vraiment important de faire. Que plus personne soit défini ou dirigé par ses névroses et soit juste simple et aimant, quoi. Voilà. Vous avez terminé? Ouais. Bon bah super. Je vous remercie.